gli uomini che sortiti dei boschetti e la campana ramà che scherreggio e cap lievat che cammino tu dritto che sembra io da misela da riesco. Una pace marciata la gente da vilo che è pas montagno tout ségur, tout tranquille. Alors bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Enfin peut-être. Alors j'ai commencé par cette musique que je trouve assez magnifique qui s'appelle l'Adagio des Abrutis, d'un groupe que j'adore tout autant qui s'appelle Nadao, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance occitane et historique, qui seront un petit peu les thèmes du jour avec mon invité. Mais avant je voulais dire un petit mot sur cette musique qui parle de la guerre des demoiselles, qui a été une révolte paysanne au 19e siècle, aux alentours de 1830, en Ariège, quand des paysans se sont rebellés un petit peu contre les nobles, qui tentaient de leur spoiler leurs terres et leurs forêts. Et ces paysans, ils se déguisaient, ils se grimaient, et notamment en demoiselles, pour aller attaquer les nobles dans leur maison. C'est un épisode qu'on appelle la guerre des demoiselles, et certains vont jusqu'à dire que le pont des demoiselles à Toulouse tiendrait son nom de la guerre des demoiselles, puisque les paysans ariégeois seraient venus jusqu'ici. Alors voilà, ce dont on va parler aujourd'hui n'a rien à voir avec ça, mais on reste dans le thème historique et occitan, et ça me faisait une bonne occasion de parler de cette histoire que j'aime bien. Alors n'ayez pas peur, ça va pas être un podcast que sur de l'histoire ou sur l'Occitanie, ça reste un podcast d'esprit critique, et je pense que voilà, on parle de plein de sujets qui peuvent intéresser des gens, même si vous n'êtes pas du coin. Voilà, bonne écoute à tous. Cinq, 4. Voilà, cette fois-ci. C'est bon, t'enregistres ? Ouais, c'est bon, tu peux, comme tu veux. Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Enfin peut-être, où j'ai le privilège de recevoir un deuxième invité que je suis très content d'accueillir et qu'on appelle Looping Floyd, mais il va expliquer un petit peu après qui il est, d'où il vient et d'où lui vient ce doux sobriquet. Et voilà, donc on va faire un podcast où on va discuter de plein de choses. Et de toute façon, je vais te laisser te présenter pour donner un petit peu un avant-goût des sujets qui vont être les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, alors juste un peu pour te donner un peu une direction, est-ce que tu peux donc toi te présenter, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et quel est ton rapport avec l'esprit critique, qu'est-ce que ça représente pour toi, voilà. Ouais, carrément, et Adichat à toutes déjà, Adichat à toutes et à toutes. Moi je m'appelle donc, alors en vrai je m'appelle Pascal, c'est juste un pseudo que j'ai pris, parce que dans la vie professionnelle en fait je suis prof d'occitan, et du coup je préfère, je suis conscient que personne n'est vraiment anonyme dans le milieu occitan, mais je préfère avoir un pseudo pour mon émission de radio, parce que ça permet que les élèves me retrouvent pas tout de suite. En googlisant mon nom en salle informatique. Donc ça c'est pour la partie pro, tu vois, j'enseigne l'occitan en collège. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'aime beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de métal, je vais dans des concerts quand il y en avait. Et je fais... Ouais. Tu fais de la musique aussi, si tu dis pas de bêtises. Ouais, voilà, j'allais y venir. Je joue dans un groupe qui s'appelle Eyes of Simurgh, donc j'en profite pour faire un peu d'auto-promo. S'il y en a qui veulent aller regarder, voilà, on a un disque et on fera des concerts quand on pourra en refaire. Et ensuite, oui, deuxième partie de ta question, vas-y. Alors, juste par curiosité, vous chantez en occitan ou pas du tout? Ouais, carrément, c'est moi qui fais le chant, et avec le deuxième gratteux, il fait un peu le chant aussi, mais toutes les paroles sont en occitan. Ouais, on a mis le nom en anglais, oui, voilà. Toutes les paroles sont en occitan, et ouais, voilà. Ce que je me demandais, est-ce que Eyes of Simurgh, c'était une référence à un truc occitan ou pas, mais non. Non, trop pas. En fait, on a galéré à trouver un nom qui nous convienne à tous, et on a trouvé celui-là parce qu'en fait, c'est de la mythologie perse. Le Simurgh, c'est un... Je sais pas si tu as vu Azur et Asmar, Michel Oslo.
C'est un super Non. film. Et t'as dedans l'oiseau Simurgh aux plumes d'arc-en-ciel. Et donc ça vient de la mythologie perse en fait. Ok. C'est Ouais, un oiseau mythologique j'avais regardé perse. sur Google ce que c'était quand même. Et, Ok. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est quoi ton rapport avec l'esprit critique? Pourquoi tu ouais, t'es invité là? Et voilà, comment toi tu t'envisages ça? ouais. Alors, dans un premier temps, moi, je suis un déconverti en fait. Hein. Ah, Qui c'est qui a dit le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée là? Toi qui t'y connais un peu en philo là, c'est Montesquieu ou c'est euh, Descartes, je sais plus. Mais tu sais, moi j'ai un peu l'impression ouais, que ça c'est me le dit cas quelque pour chose. l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'en avoir assez et d'avoir le bon, tu vois. Ah oui, mais c'est pas Coluche qui a dit ça? Ah, je sais Ouais. pas, mais moi en tout cas, Oh, j'ai toujours eu cette impression-là, tu vois, j'ai toujours eu l'impression d'avoir de l'esprit critique en fait, et eh d'être oui, quelqu'un d'assez critique sur la société et tout, je suis plutôt de gauche et tout, et en fait, ouais. en découvrant la Ouais. zététique, en fait, le scepticisme scientifique, j'ai remis en cause des trucs auxquels je croyais, tu vois, genre, j'ai fait une psychanalyse. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, dans la psychanalyse, il y avait quand même pas mal de trucs bien bullshit, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai cru à d'autres trucs. Alors, Un peu, par curiosité, Vas-y. du coup, plutôt des trucs en médecine, des médecines douces, des trucs comme ça, ou plutôt aussi Ouais, tout ça, ouais. des trucs un Mais peu ésotériques, soft, spirituels et tout? hein. Ouais, voilà. Ouais. Viteuf, ça m'est arrivé de croire à des trucs de Ouais. pouvoir surnaturel, prémonition, tout ça. Ouais. Mais t'as Mais jamais été engagé vraiment dans une exactement, voilà, spiritualité en c'est ça. particulier. C'est ça. Ouais, Et ouais, alors, par ouais, j'ai curiosité, jamais. comment tu as découvert le monde obscur de la zététique et de l'esprit critique? Comment t'es tombé là-dedans? Eh bien, un peu au hasard des vidéos que je regardais, tu vois, sur YouTube, quoi. J'ai découvert. J'ai commencé par hygiène mentale, en fait. Je pense comme pas mal de zététiciens, de gens qui se sont mis après à fond dans le truc, disent la même Exactement. chose. Tu vois, disent j'ai commencé par hygiène mentale. Et Christophe Ouais. Michel, c'est rigolo parce qu'il dit ouais. Il a un regard critique là-dessus, tu sais. Il a tendance à dire ouais, moi mes vidéos elles sont pas mal, mais en fait les gens quand tu leur quand ils appliquent la pensée critique à un truc, c'est pas forcément au truc sur lequel eux y croient. Mais en fait, moi, voilà, j'ai commencé à regarder l'hygiène mentale sur les ovnis et tout, et au final, j'en suis venu à mettre en question ma croyance à la psychanalyse, quoi. Donc, Ah, euh, ok, cool. Cool. Mais oui, en effet, tu as euh, raison. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par Christophe Michel, et enfin, du coup, hygiène mentale. Et oui, je m'inclus en partie aussi dedans, même bon, j'en avais un peu entendu oui. parler avant, mais beaucoup. Mais du coup, je me demande, comment Christophe Michel a découvert la zététique, vu qu'il ne pouvait pas écouter ses propres vidéos, quoi. Faut lui demander. Ouais, il doit en parler, il a fait tellement de trucs, lui, il doit en parler à un moment, je crois. Ok, mais du coup, c'est Euh, cool. Donc, ça veut dire en ayant du coup, des conseils et on va dire des debunks sur d'autres questions, tu as réussi, toi, à travailler sur tes croyances à toi. Ouais, exactement. Mais Ok, après, le c'est truc cool. aussi un peu que peut-être que tu vois, c'est un truc que j'aurais laissé de côté, un truc sur lequel j'aurais bougé comme ça dans mes valeurs, mais vite fait, si ça m'avait pas touché personnellement en fait. Parce que j'avais un ami qui était déjà pas bien à l'époque et qui s'est mis à être électrosensible en fait. Et Ouais. Ah, tu vois. puis à virer dans des trucs beaucoup plus mystiques, beaucoup plus, voilà quoi, bon, des trucs conspirationnistes aussi. C'est un mec assez charismatique en fait, à l'époque je buvais ses paroles, tu vois, il m'a entraîné un peu dans les trucs Ouais. conspi. Et puis quand il a commencé à virer sur l'antiféminisme, sur des trucs Hmm. beaucoup plus mystiques, Ah, t'as flippé un un peu. peu tout ça mélangé, là j'ai commencé à plus le suivre et à prendre du recul critique par rapport à ce qu'il me disait et aussi par rapport au conspirationnisme. Et ben maintenant, c'est con parce qu'on n'est plus amis du coup, Lui, mais il est toujours plutôt là-dedans. hein? Lui, il est toujours plutôt dans ces Lui, je le trucs-là. vois plus trop, quoi, parce que j'ai des Ok. nouvelles par un ami commun qui a réussi à rester en contact avec lui, mais en fait, on était tout un cercle comme ça et on trouvait que bah, lui, il partait en couille, en fait, quoi, parce que Ok. voilà, le truc d'électrosensible, au début, moi, j'y croyais, mais en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il s'est mis à vivre dans un camion et puis dans sa maison. Ouais. Et euh, Ouais. bon, voilà, Ouais, quoi. c'est Après, chaud. Après, c'est c'est tout quelque chose. c'est un- C'est
C'est un sujet hyper complexe. Ouais, c'est un sujet super compliqué parce qu'au final. Il y a quand même des gens qui souffrent et tout, quoi. Donc, tout à fait. Et il était en souffrance. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'ai essayé de le soutenir un temps. En fait, j'ai essayé de le soutenir du mieux que je pouvais jusqu'à ce que je lui dise que en fait, il y avait des trucs auxquels lui il croyait, auxquels moi je croyais pas. Et là, ça a clashé direct en fait. Ok, d'accord. Et bon, du coup, ça c'est le côté père. Ouais, vas-y. Ah, bah, du coup, j'allais dire, donc tu es passé d'un monde assez croyant aux vidéos d'hygiène mentale à toi proposer tes propres contenus. Donc, Ouais, voilà, parce que bah, du coup, je trouve ça, quand j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui peuvent servir à tout le monde, en fait, et que le fait que ça soit cantonné à Internet, finalement, on prêche un peu à des convaincus, quoi. Si pour, tu vois, le truc d'Internet qui est bien, c'est bah, le côté des bulles de filtre, quoi. Tu vois, comment expliquer? Ouais, bah, en fait, c'est que tu te retrouves entouré de gens qui pensent comme toi, quoi. En gros. Exactement, on a tendance à faire ça déjà dans la vie et avec Internet, c'est amplifié. Les réseaux sociaux amplifient complètement ce genre de truc, quoi. Moi, je vois plus je poste des trucs sceptiques sur mon fil Facebook, moins j'ai de réactions parce que je crois que les gens ils me bloquent au bout d'un moment, tu sais. Je vis la même chose. Ouais, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que voilà, la radio, voilà. C'est le côté. Donc, tu es arrivé, toi, à produire ton contenu. Alors, tu vas expliquer après. Donc, toi, c'était vraiment pour essayer d'aller chercher des gens qui connaissent pas ça? C'était vraiment ça ton objectif à la base? Il y a ça, ouais, voilà, c'est faire connaître ça un peu au milieu occitaniste, quoi. Ouais, voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà. Proposer des contenus. Donc, t'as lancé, du coup, ton émission de radio? Ouais, en septembre dernier, ouais. J'ai commencé à la préparer en mars, avec le confinement. Et ça me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà, et en septembre, ça a commencé à être diffusé. Ok. Voilà. Et parce que tu avais déjà fait de la radio, toi, avant, c'est ça? Un petit peu, ouais. J'avais fait une émission sur le véganisme, parce que je suis vegan aussi. J'avais fait une émission sur le métal, mais il y a super longtemps. Et j'ai une petite expérience, mais vraiment quand j'étais tout minot, en pro, quoi, en journaliste, sur Radio País, sur la radio qui me diffuse actuellement. Ok, d'accord. Et donc, tu as une émission qui s'appelle Pensada Crítica. Pensada Crítica. Ouais. En gros, c'est la pensée critique en occitan, quoi. Exactement. Donc, est-ce que tu serais... Je pense que tu es le premier zététicien occitanophone, on dit comme ça, j'imagine? Ouais, j'en connais pas d'autres qui sont sortis du bois à ce niveau-là et qui ont, comment on dit, et qui ont proposé des contenus du même acabit que le mien. Mais ça veut pas dire que je suis le seul. Tu vois, quand j'en discute, il y a d'autres gens qui parlent occitan et qui me disent qu'ils sont proches de ces idées-là aussi, en fait, quoi. Ok. Non, mais cool. Bah, au moins, on dit souvent que le terme zététique, c'est un terme qui est utilisé que dans le monde francophone. Ben voilà, t'as donné la preuve que ça existe dans le monde occitanophone. Ouais, mais parce qu'on est, voilà, quoi qu'en disent nationalistes occitans, quand on n'est pas italien ou espagnol en même temps, on est français en même temps, tu vois, on peut pas y échapper, quoi. On parle occitan, si on parle occitan un dixième de notre temps, c'est déjà beau, tu vois. Voilà. Ok. Alors, ouais, du coup, voilà, je vais reprendre un petit peu les questions que j'avais écrites. Donc voilà, donc depuis plusieurs mois, tu présentes donc cette émission de radio, Pensada Crítica. J'espère que je le dis bien. Alors, Pensada Crítica, monsieur, Pensada Crítica, ça va si tu es à Nice ou au Val d'Aran. Ah ouais, donc les A en fin de mot, tu les prononces O? Ouais, dans la plupart des parlers occitans, c'est ça, ouais, Pensada Crítica. Ah ouais, mais tu vois, je me sens... Parce qu'en plus, bon, moi, je viens quand même plutôt d'une région plutôt occitane aussi. Je suis béarnais à la base. Cool, de moi aussi. Cool. C'est vrai? Ouais. Ok. Bon, on en rediscutera alors. Et Radio País, c'est Béarn, Béarn, Pays Basque, Land, non, Béarn, Bigorre, Land et Gers, la zone d'émission. Ok, je connaissais pas. Bon, mais d'accord. Bon, mais du coup, je comprends un petit peu quelques mots, mais bon, je suis très très loin de parler l'occitan en tout cas. Ouais, alors voilà, donc, comme je le disais, donc tu as
cette émission de radio, pas un podcast, c'est une émission de radio. Donc à chaque épisode, si je dis pas de bêtises, tu as fait 25 épisodes maintenant? Ou 26? 25. 26e est sorti. C'était 25, j'ai un peu triché, j'ai zappé le cas parce que. J'avais pas vu. Alors juste j'explique. Parce qu'il y a des lettres qu'on n'utilise pas en occitan, mais je t'expliquerai, il y a une subtilité parce que j'ai eu un problème technique. Oui, alors donc j'explique juste. Tu avais cette émission où, en fait, à chaque épisode, tu prenais une lettre de l'alphabet et tu traitais un sujet qui est en rapport avec l'esthétique sur cette lettre. Alors, du coup, tu as commencé par exemple avec A comme autisme, B comme Big Pharma. Donc déjà, tu commençais avec des sujets assez chauds quand même. Alors du coup, j'avais une première question, c'était du coup, toi, comment tu as choisi ces thèmes? Est-ce que c'était des trucs que tu connaissais déjà, qui te touchaient, ou en fait, c'était des questions que tu voulais creuser voilà. Comment tu as fait pour choisir ces thèmes-là? Ouais, les thèmes, en fait, j'ai choisi surtout, en fait, il y a le truc, c'est que j'aime bien aussi inviter des gens des fois, et des fois, je choisis les thèmes en fonction de qui je peux avoir, en plus que moi dans l'émission, pour que ce soit pas tout le temps moi qui parle tout seul, quoi. Sinon, c'est plus long à préparer d'une part, et moins intéressant d'autre part. J'ai eu de super invités, déjà pour la première saison, je suis content. Et donc, il y a eu des fois où le choix du thème, c'était en fonction de l'invité, quoi. Et il y a eu d'autres fois où c'est moi qui ai choisi tout seul. Et du coup, après, tu as été creusé, tu as été, toi, te renseigner, lire des trucs et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas une formation scientifique à la base. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une licence d'occitan, une petite maîtrise à l'époque où ça existait d'occitan. Et du coup, tu vois, j'ai pas un sujet d'expertise duquel je pourrais parler. Donc, j'essaie de faire un truc un peu généraliste sur la zététique, avec quelques spécificités liées à l'occitan. Ok, on va en reparler de toute façon. Ouais. Attends, j'ai une question qui m'a échappé. Bon, c'est pas grave. On peut avancer un petit peu. Donc voilà, il y a des sujets assez classiques de l'esprit critique. Hein, donc, le C, c'était Cercles de Culturo, si je le dis bien. Culturo. De Culturo. Donc, ça va être les cercles de culture, les crop circles. Ouais, c'est ça. Ou comme homéopathio. Homéopathie. C'est compliqué à prononcer. On a une graphie compliquée à prononcer en occitan. et Z donc comme zétético. Yes. Je sais pas s'il est sorti encore. Il devait sortir là. Ouais, il est sorti. Il a été diffusé avant-hier. Ok, cool. Donc on peut les retrouver, donc c'est une émission de radio, mais on peut retrouver les épisodes sur Internet. Et pour ceux que ça intéresse et qui ne parlent pas forcément occitan, il y a quand même quelques épisodes qui sont en français. C'est ça? Oui, exact. Oui, tout à fait. Surtout quand tu as des invités, j'imagine. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'essaye de faire en sorte que ça soit de la zététique en occitan, c'est-à-dire des sujets classiques ou moins classiques, mais tu vois, des sujets abordés d'un point de vue sceptique en occitan, en rapport avec le paranormal, les pseudomédecines, le New Age, tout ce genre de trucs, les dérives sectaires aussi. J'ai eu un super invité sur les dérives sectaires. Soit ça, soit un invité qui parle français, tant pis, il parle pas occitan, tu vois, mais sur un sujet qui a un rapport avec l'occitan ou l'occitanie, tu vois. Genre, par exemple, les Qatars. Alors, du coup, alors voilà, donc tu as fait toutes les lettres de l'alphabet, et donc moi, il y a quelques lettres qui m'ont un peu étonné parce que c'est des choses que je connais pas forcéement. Du coup, je sais pas si vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, avec plaisir. Le X, c'était Xu Xiaodong. Ouais. C'est ça? Alors, je pense pas qu'il y ait une prononciation occitane en particulier, mais. C'est du chinois, en fait, c'est Xu Xiaodong. Ah oui, Xu Xiaodong. Mais c'est du chinois, c'est pas de l'occitan. Oui. Alors, du coup, tu veux que je te fasse un petit résumé? Je sais pas si tu as 2-3 mots à dire de qui. Carrément, moi j'ai découvert ça grâce à Scepticisme scientifique, tu vois, de Jean-Michel Abrassard. Il a fait tout un cycle super intéressant sur le bullshido, sur les prétentions surnaturelles dans les arts martiaux. Et dans une émission, il parle vite fait de Xu Xiaodong, donc, qui est un combattant, un champion de boxe Muay Thai et de MMA chinois. Et en fait, sa petite spécificité, c'est que
j'essaie de te la faire courte. Il a eu des déclarations du genre le tai chi c'est bien pour les personnes âgées qui veulent faire de la gym, ce genre de truc quoi. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de maîtres de kung-fu, de maîtres de tai chi qui vont avoir des prétentions surnaturelles, tu vois, avec des projections de ki, avec des gens qui font tomber d'autres gens comme ça, là, paf. Genre, oui, on trouve facilement des vidéos sur YouTube de ça, ouais. Exactement. Et parmi les vidéos qu'on trouve, on trouve des combats, donc, entre... si on tape MMA versus Kung Fu ou MMA versus Tai Chi, on trouve ce gars-là, donc Xu Xiaodong, qui a donc été mis au défi, en fait. Au départ, c'est venu, je crois, de Wei Lei, qui était un maître de je ne sais plus si c'est Kung Fu ou Tai Chi, qui a dit écoute, je suis plus sûr à 100% de comment ça s'est passé, mais en gros, ils se sont retrouvés à faire un combat comme ça. Et le combat, en fait, dure 10 secondes, quoi. Hein, et le pauvre maître de Kung Fu qui pensait, je pense qu'il pensait vraiment pouvoir avoir une chance contre le gars qui faisait du MMA avec ses super pouvoirs de chi, là. Je pense qu'il était honnête, ouais. Le truc, c'est que le truc qui plaît dans sa faveur, c'est que c'est lui qui a initié le truc, tu vois. Il est allé au combat avec l'autre gars, quoi. Mais il se fait démolir en 10 secondes. Au début, t'es là, ouais, et puis après, t'es ouh. Voilà, quoi. Et, je crois que je l'avais vu, cette vidéo, ouais. Ouais. Et donc, suite à ça, en fait, il a fait d'autres combats avec d'autres praticiens comme ça d'arts martiaux qui prétendaient avoir des pouvoirs surnaturels. Et le truc, c'est que là, il y a un côté... son propos à lui, c'est de montrer aussi qu'il y en a qui mentent, quoi. Hein. C'est un peu... je trouve qu'il va un peu dans le sens... je pense pas qu'il se revendiquerait comme un sceptique ou un zététicien, tu vois, mais quelque part, il prouve par A plus B que les mecs, ils n'ont pas des pouvoirs surnaturels, quoi. Ok, d'accord. Et alors, attends, je finis parce que le truc où ça devient... ça, c'était que la première partie. Parce que le truc, c'est que maintenant, il a énormément de problèmes, ce gars. Il s'est fait fermer sa salle. Il était directeur d'une salle d'entraînement, une espèce de dojo pour le MMA, là. Il s'est fait fermer. Son statut de citoyen chinois, parce qu'en Chine, ils ont... des différents statuts, tu vois, ils ont un système de points un peu comme dans Black Mirror. Comment dire, le système social? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un épisode de Black Mirror qui est inspiré de ça. Le système de crédit social. Et donc, il a la note là. En fait, il y a un des gars contre qui. Il y a un des gars qui l'a défié, qui plutôt que d'accepter de faire un combat, lui a fait un procès. Il a perdu le procès et il a été condamné à verser une amende et à s'excuser. Il a accepté il a versé l'amende, mais il s'est pas excusé. Et du coup, ils lui ont baissé sa note de crédit social et il peut plus prendre l'avion, il peut plus prendre le TGV, il peut plus acheter de maison. Ouais, d'accord. Voilà, et il a vraiment énormément de problèmes, quoi, suite à voilà, en Chine apparemment, quand tu es sceptique sur certains trucs, comme la médecine traditionnelle ou les super pouvoirs des mecs qui font du kung fu ou du tai chi, tu peux avoir des problèmes si tu le dis apparemment. Ouais, et ça c'est un point qu'il faudrait prendre sûrement une émission entière, mais le fait que mais grave, moi je suis super faire en France, ce que nous on se permet de faire en France, de parler comme ça de scepticisme et de critiquer des trucs, etc. Mais il faut comprendre qu'il y a plein de pays où c'est pas possible, quoi. Il y a des gens qui sont poursuivis en justice, il y a des gens qui sont condamnés à mort parce que ils ont une pensée critique ou parce qu'ils ont refusé de croire en la religion de l'État ou des trucs comme ça. Le truc en Chine, c'est qu'en fait le kung fu et le tai chi, c'est des sports nationaux et du coup il y a une sorte de mythe national comme ça, comme quoi ce serait. Il faut pas dire que c'est moins bien que d'autres trucs, quoi. Et il y a une super vidéo. En fait, le truc, c'est qu'il y a en poutrant des mecs qui font du kung-fu, en faisant lui du MMA, en fait, le truc, c'est que pour le gouvernement chinois, il humilie la Chine, quoi, en fait.
il fait du débunkage à coups de poing quelque part. Ouais, exactement. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, mais c'est très mal vu dans son pays parce que le MMA c'est l'étranger, quoi. Ok. Donc ça c'était donc ton X pour donc Zhu Xiaodong. Ouais. Et après il y avait 4 autres qui m'ont intrigué, donc je voulais te demander ce que c'était. Donc il y avait le L qui était donc Libé Négré. Alors j'ai compris ce que c'était après. Le livre noir de la psychanalyse, ouais. Tu exactement. connais un peu, non? Je le connais de nom. Je l'ai pas lu, mais je connais de nom. Ouais. C'est un gros bouquin qui explique un petit peu les problèmes de la psychanalyse, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, je lis l'intro. Dans cet épisode-là, je me suis pas trop emmerdé, tu vois. Je lis l'intro et j'explique vite fait. Je rentre pas forcément dans les détails de moi, pourquoi j'ai fait une psychanalyse, pourquoi j'ai arrêté, mais je lis l'intro et je fais un peu un top 4 des raisons de ne pas aller voir un psychanalyste, quoi. Mais du coup, ça, c'est quand même en occitan? Enfin, du coup, tu as traduit en occitan? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ensuite, il y avait le H comme Hadas. Hadas, ouais. Hadas, oui. Alors, pareil, en fait là, tu vois, en fait, c'est un sujet classique. Tu connais l'effet de Cottingley? De Cottingley? Ouais, c'est en Angleterre. C'est une histoire avec c'était au début du XXe siècle. J'ai plus les dates en tête, mais c'est dans les années 10-20 du XXe siècle. C'est deux petites filles, une de 15-16 ans et une de 12-13 ans, là, qui ont pris des photos avec l'appareil photo du papa d'une des deux, là, et des photos de fées. Et alors, si tu regardes les photos aujourd'hui, tu te dis, ben non, c'est pas des fées, c'est des cartons peints avec des fées peintes dessus. Sauf que ça, c'est comme ça qu'on reçoit le truc aujourd'hui, tu vois. Et le truc, c'est qu'à l'époque, quoi? Regardez, ça s'appelle Cottingley Fairies, les photos. Voilà. Avec Cottingley Fairies, et on les trouve. Ouais. Elles sont jolies. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense que peu de gens diraient spontanément en voyant ce genre de truc, oui, bien sûr, c'est des faits, tu vois. Mais à l'époque, la maman d'une des deux pitchounes faisait partie allait à des conférences de la Société théosophique. Et du coup, quand elle a commencé à parler que sa fille avait vu des faits, on avait photographié et tout, les gens de la Société théosophique. Ouais, c'est des super photos, elles sont trop belles. Ouais. Donc voilà, c'est encore l'influence scepticisme scientifique. J'ai connu ça grâce à un des premiers épisodes du podcast Scepticisme scientifique. Ouais. T'es un fin connaisseur alors du podcast. Ouais. Et donc Hadas, ça veut dire c'est la fée, c'est ça? Ouais, la Hadas, c'est la fée en béarnais, en gascon. Et voilà, je raconte un peu l'histoire des faits de Cottingley, quoi. Je trouve l'histoire cool parce que voilà, la conclusion du truc, pour moi, c'est que si des gens à l'époque ont pu croire que des photos comme ça c'était des faits, alors qu'aujourd'hui, tu vois, plus personne n'y croirait. Qu'est-ce que nous on croit aujourd'hui? Exactement. C'est un super exercice comme ça de prendre des sujets un peu vieux qui sont, on va dire, moins émotifs, tu vois, pour les gens. Et montrer, et voilà, regarder ce que croyaient les gens et qui me paraît ridicule aujourd'hui, et essayer de le transposer à ce qu'on croit aujourd'hui. Et je crois que c'est. Je lisais un bouquin il n'y a pas longtemps, et je crois que justement c'est. Alors, Carl Sagan, il y en a qui ça parle, donc un grand scientifique américain, grand défenseur de l'esprit critique, il conseillait justement de faire cet exercice-là, d'aller prendre des croyances d'il y a un siècle, 2 siècles ou un millénaire, et voir comment les débunker aujourd'hui, et voir comment c'est ridicule, et essayer de les transposer à des trucs qui nous touchent plus, qui sont un peu plus touchy aujourd'hui. C'était un peu l'idée. Et du coup, et le dernier, alors c'était le F qui était Fargat Alostal. Ouais. Alors Fargat Alostal, c'est une émission qui passe sur Rock Télé, qui est une chaîne de télé en occitan. C'est un site internet qui propose des vidéos en occitan qui sont chouettes. Hein, ils font ça plutôt bien. Et en fait, c'est que le truc, c'est que les premiers épisodes de cette série, le concept, c'est de faire ses propres produits pour la beauté du corps, pour l'entretien de la maison, chez soi, tu vois. Et bon, c'est cool, hein,
Mais le truc, c'est que les premières vidéos, j'étais assez... comment dire? Ouais, puis surtout, le truc, c'est que je trouvais que la présentatrice, elle... tu vois, elle disait, alors faites attention, ça c'est cancérigène, ça il y a tel produit dedans, ça c'est polluant, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et elle donnait aucune source pour qu'on puisse aller vérifier derrière. Et du coup, donc, en fait... non, moi, je suis pas allé vérifier toutes les sources. Hein. Le truc, c'est qu'on a juste fait c'est juste un petit... du coup, on discute sur cette émission-là, tu vois, en fait, au départ, ouais, il y avait le côté aussi pas mal est natural, tu vois, elle dit pas mal, dans les premiers épisodes, elle dit est my natural, c'est plus naturel, tu vois, et moi, voilà, c'était un peu le début de la série, et j'étais un peu dans le côté zététicien chiant, tu vois, qui veut... Ouais, c'est ça, ouais. Je regrette un peu maintenant, d'ailleurs, coucou Mode, si tu vois cette vidéo, surtout qu'on se connaissait pas pour de vrai à l'époque, mais là, on se connaît pour de vrai. Et, parce que du coup, tu l'as invité sur cette émission-là. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, au départ, tu n'as pas très tendre. Hein? T'as pas été très tendre, peut-être. Ça va. Non, on s'est pas engueulé non plus, tu vois, mais il y avait des trucs où on n'était pas d'accord et où, voilà, quoi. Après, et du coup, depuis, ça a un peu changé sur l'émission ou pas spécialement? Si, maintenant, elle met des sources en lien. Et, maintenant, elle met des sources en lien, donc c'est cool. Et alors, voilà. Ok. Bah, du coup, on va arriver un petit peu au sujet central, parce que parmi donc toutes ces lettres que tu as traitées, il y a la lettre E. Et le E, c'était comme Eresio. Oh, Eresio. Et qui parle du catharisme. Ouais. Okay. Alors moi, le catharisme, je connaissais à peine de nom. En fait, j'en ai déjà entendu parler un peu comme tout le monde, hein, les cathares dans le sud de la France. En écoutant ton épisode, j'ai vraiment été scotché. Alors, l'épisode est en français, parce que tu as un invité. Ouais. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment hyper cool. Et je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un peu une claque comme ça, genre sur un truc qui est, que je pensais, qu'il n'y a aucune question dessus, et que je me suis retrouvé face à un truc assez fou, quoi. Et pour le coup, je crois savoir que c'est un sujet qui te plaît particulièrement. Ah ouais, je suis à fond là en ce moment. Ouais. Et du coup, on s'est mis d'accord tous les deux pour développer ce sujet. Donc voilà. Donc on va se rendre compte en développant ce sujet que contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est un sujet qui est très vieux, qui a presque un millénaire, mais que c'est un sujet encore assez brûlant aujourd'hui et qu'on peut relier à d'autres questions de zététique. Ouais. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, ce que c'est le catharisme, ou du moins ce que c'est censé être? Parce qu'on verra après. Tu nous diras après pourquoi il y a je vais peut-être commencer par ce qui fait consensus chez les historiens, tu sais. Voilà. Ça te va? Exactement. Je te laisse gérer, en fait. J'avais écrit ma question comme ça, mais je te laisse gérer de présenter. Ouais, ce qui fait consensus chez les historiennes et les historiens, c'est que il y a eu au XIIIe siècle en Occitanie, alors Occitanie plutôt dans le Languedoc, on va dire, hein, parce que l'Occitanie, si tu prends tous les pays où on parle occitan, c'est t'as la Provence aussi, t'as la Gascogne, t'as l'Auvergne, et là, hein? Ça va jusqu'en Italie, non? Ouais, ça va jusqu'en Italie, ça va jusqu'au Val d'Aran en Espagne, t'as toute la Provence, t'as toute la Gascogne, donc là, en fait, c'est vraiment, on se concentre sur le Languedoc, donc au XIIIe siècle, il y a eu la croisade albigeoise, quoi, c'est-à-dire que comment je peux faire? Attends. Donc tu dis albigeois, donc c'était vraiment assez centré autour de la ville d'Albi, on est d'accord? Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il y a des accusations d'hérésie qui sont lancées contre les uns contre les autres pendant depuis l'an 1000, un peu dans toute l'Europe, et ça va pas mal se concentrer en Occitanie au XIIe siècle et début du XIIIe, en fait. Il va y avoir vraiment un truc où ça va se concentrer, quoi, où il y en a plus qu'ailleurs, et à tel point que le pape va ordonner une croisade contre les hérétiques, et cette croisade va être menée donc par des nobles du nord de la France. J'explique bien, parce que là, tu suis? Ouais, alors peut-être juste rappeler que du coup,
les cathares, c'était une foi chrétienne, quoi. Enfin, c'était. Là, j'essaie de t'expliquer Ah oui, non. ce sur quoi il y a consensus. Et après, on va arriver dans le consensus. Ok. Et en fait, du coup, voilà. Donc, le pape ordonne d'aller attaquer ces hérétiques. Exactement. Et les nobles qui les protègent, qui les tolèrent, si tu veux. Donc c'est surtout les comtes de Foix et de Toulouse, de Foix, de Montpellier, tout ça, qui vont perdre leur terre, en fait, qui vont se faire spolier leur terre par des nobles du nord de la France. Bon, ben voilà, donc il y a une guerre, une croisade, quoi, et il y a eu quand même, là où il y a consensus aussi, où aucun historien ne dit le contraire, c'est qu'il y a eu des exactions, il y a eu des gens qui ont été brûlés massivement, tués massivement, des villes quasiment entièrement massacrées. Donc voilà, c'est une guerre. Donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça fait consensus. Ça a cramé dans tous les sens, quoi. Voilà. Et, par contre, là où ça pose question, c'est qui c'était ces hérétiques en réalité. Voilà, c'est ça. Et on peut dire ça comme ça. C'est ça qui fait débat. C'est ça qui fait débat. Et si on en croit les registres de l'Inquisition, en fait, ces hérétiques-là, ils croyaient donc pas mal. Ils avaient des croyances assez éloignées de celles du catholicisme comme on l'entend aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'ils croyaient que le monde avait été fait par un dieu bon et un dieu méchant, en gros. Hein. Il y avait des croyances dualistes, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un monde bon, un monde mauvais, quoi. Et donc voilà, des croyances assez éloignées. Et surtout, si on en croit toujours les registres de l'Inquisition plus une autre source, ils étaient structurés comme une espèce d'anti-église, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose, une hérésie unie, avec des croyances unies et contre les catholiques, voilà. Enfin, opposés aux catholiques. Voilà, c'est ça. Donc, d'après l'Église, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cramé des hérétiques parce que ils étaient contre la foi catholique et ils étaient unis et ils s'opposaient à la foi catholique. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans les registres de l'Inquisition. Après, au XXe siècle, la plupart des historiens du XXe siècle, ils prennent ça un peu pour argent comptant. Et il y en a qui vont... alors, après, ça se complique un peu. Hein. Je sais pas tout. Hein. Je précise que je ne suis pas expert. Mais en gros, pour la faire courte, les historiens du XXe siècle, ils vont aller dans ce sens-là et décrire un peu les croyances de ces hérétiques et parler de catharisme donc pour décrire ces hérétiques-là. Alors le mot catharisme, je ne sais plus trop d'où il vient, mais en tout cas, il n'était pas employé à l'époque. Hein. À l'époque, comment on disait à l'époque? C'était les albigeois ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Les sources, alors il me semble que les sources de l'Inquisition parlent avant tout d'hérétiques. En latin, ils disent heretica, hereticus, tout ça. D'accord. Voilà, pareil. Le mot cathare est arrivé bien avant. Ouais, voilà. Et là où ça commence à bouger, c'est avec des travaux de Monique Zerner et quelques autres historiens à la fin des années 90 qui commencent à se rendre compte qu'en fait, les seules sources qu'on a qui nous disent qu'il y avait vraiment une église hérétique unifiée avec des croyances éloignées du catholicisme, c'est les sources justement qui viennent de ceux qui les ont brûlés, en fait, de ceux qui les ont persécutés. Et à partir de... On dit que c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, c'est ça un peu? Exactement. Et à partir de là, il va y avoir un courant d'historiennes et d'historiens qui vont remettre en cause un peu tout ce qu'on croyait savoir jusqu'à présent sur les cathares, quoi, les hérétiques, hein, puisque voilà. Ah ouais. Et voilà.
Ok. Alors, juste pour être sûr, donc en fait, ça faisait quand même plutôt consensus, on va dire jusqu'à la fin du XXe siècle, que les cathares, c'était vraiment une foi différente des catholiques et que c'est pour ça qu'ils se sont fait cramer la gueule. À peu près, ouais. C'est à peu près ça. Même j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était, qui était accepté dans la culture populaire, quoi. Moi, quand j'entends, pour moi, de ce que je connaissais des cathares, peut-être de ce qu'on voit à la télé, je sais pas, je pense pas qu'on en parle à l'école, mais de ce qu'on peut entendre sur les cathares, moi j'ai toujours cru que c'était ça, c'était une foi différente des catholiques. Donc c'est quelque chose qui est quand même vachement imprégné dans la société, quoi. Une seconde, s'il te plaît, je vais ouvrir à mon chat. Pas de souci. Allez. Ah, pardon, il grattait à la porte. Ouais, mais je connais. Désolé. Pas de souci. Donc voilà, donc ce que j'ai, c'est que cette idée-là, que les cathares sont une foi opposée aux catholiques, c'est un truc qui est vachement commun. Et donc, à partir des années 90, de la fin des années 90, il y a des historiens qui vont remettre ça en cause. Et du coup, c'est quoi la nouvelle version qu'ils proposent? Alors, en fait, selon, si tu lis Robert Moore, lui, il va dire en gros que c'est plus compliqué que ça parce que des accusations d'hérésie, en fait, il y en a dès le Xe siècle. Et des gens brûlés pour hérésie, si je me souviens bien de ce qu'il écrit dans son bouquin, il y en a dès le XIe siècle. Et l'accusation d'hérésie, c'est quelque chose qui est politique à l'époque. C'est-à-dire que c'est une arme qu'on va utiliser pour déstabiliser ses concurrents. Bon, bien sûr, on a des traces que de la noblesse de l'époque. C'est les seuls où on a des traces écrites et tout. On peut peut-être avoir des trucs archéologiques, mais ça, je sais pas, il en parle pas trop. Et voilà. Et en gros, lui, dans son bouquin qui s'appelle The War on Heresy, en anglais, la guerre contre l'hérésie, et qui est traduit par hérétique en français, il va raconter un petit peu comment, selon lui, ce concept d'hérétique, c'est un petit peu forgé au fil du temps dans les discours de l'Église catholique, à peu près indépendamment de ce que pouvaient croire les gens qui avaient des croyances hérétiques. Et là où il entre aussi en contradiction avec les historiennes et historiens d'avant, du XXe siècle, c'est que il va dire aussi que le dogme catholique entre le Xe et le XIIIe siècle, il évolue énormément, quoi. Et des gens qui pouvaient être considérés comme des catholiques orthodoxes, bon, c'est un peu confusant si je dis ça, catholique orthodoxe, il faut entendre pas orthodoxe de Russie, tu vois, orthodoxe qui croit à la bonne doctrine catholique, tu comprends? Et des gens qui pouvaient être dans l'orthodoxie catholique en l'an 1000, en fait, avec les mêmes convictions religieuses, ils auraient très bien pu passer pour d'affreux hérétiques et risquer le bûcher en 1200, quoi. Donc la foi, elle fluctue. Donc le principe même de considérer des hérétiques, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, ouais, et puis voilà, et puis du coup, c'est comme c'est quelque chose qui est utilisé à des fins politiques, en fait. Pour discréditer un peu son adversaire, quoi. Tu dis, exactement. Voilà, tu dis t'es hérétique, et du coup, après t'as le droit de faire ce que tu veux, quoi. Ouais, c'était un peu ça, ouais. T'as le droit de prendre ses terres, tu peux. Voilà, tu le déstabilises comme ça. C'était. C'est pratique. Il montre que ça se passait comme ça à l'époque dans son livre, quoi. Et du coup, ça met un peu d'eau dans le vin du fait qu'il y aurait eu une grande église cathare unie en Occitanie au XIIe siècle, quoi. C'est voilà. Il y a du coup, la croisade albigeoise, ça aurait été un peu ça, quoi. Ça aurait été, on accuse des gens d'hérésie, comme ça, après, on peut les récupérer leurs terres. Ouais, voilà, ouais, on peut voir les choses un peu comme ça, ouais. D'accord. Alors après, moi, je te dis, je suis loin d'être expert, je suis pas historien et je me documente, mais je suis loin d'avoir tout lu et voilà. Je trouve le sujet assez cool. Et
Alors, je crois que j'avais d'autres questions là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les historiens, il y a un consensus? Est-ce que maintenant, en 2020, donc les premiers travaux là-dessus sont 90, tu m'as dit? Fin des années... Je crois que c'est 98, les trucs de Monique Zerner. Est-ce que 20 ans après, est-ce que ça a fait son chemin et parmi les historiens, maintenant, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas vraiment eu de foi cathare et que c'était inventé par les catholiques, par le pape ou par je sais pas qui, pour aller voilà, faire une croisade et récupérer des terres en Languedoc. Alors la réponse simple à ta question est non. Il y a encore deux écoles. Ouais, il y a complètement deux écoles encore aujourd'hui si tu lis ou si tu écoutes ce que Anne Brenon par exemple, qui est Anne Brenon par exemple, elle est complètement à dire enfin voilà à faire le truc comme avant Monique Zerner quoi, comme avant les et même je vais aller plus loin, c'est-à-dire que je suis pas non plus un convaincu à fond et un militant à fond que les historiens traditionalistes se bourrent et que les historiens révisionnistes ont raison, tu vois. Moi, j'ai pas les outils, j'ai pas le bagage historique pour trancher le débat, quoi, loin s'en faut. J'ai quelques petits indices qui me font pencher plus d'un côté que de l'autre, mais un tout petit peu plus en fait, quoi. Et peut-être que je penche pour de mauvaises raisons en plus. Alors juste, je me rappelle d'un truc dont tu parles dans ton podcast Hérésia. Ça serait un document, alors je sais plus, c'est... ouais, la charte de Nikintas. Comment tu l'appelles? La charte de Nikintas ou voilà. C'est pas ça que je parlais, c'est une espèce de concile qui a eu... ouais, c'est ça, ouais. Alors, je crois que ça s'appelle la charte de Nikintas ou un truc comme ça. C'est en effet un document. Voilà, Julien Terry, qui est le mec que j'interviewe là, qui est un super historien, qui lui est dans l'optique révisionniste, hein, à dire que il faut revoir ce qu'on pensait savoir au XXe siècle sur les cathares. Attends, juste, on peut appeler la position, on va dire classique, et la position révisionniste. Ouais, c'est ce que moi je fais parce que je trouve ça pratique, mais les historiens ils ont du mal avec ça. Quand je lui en parle, il me dit il avait l'air de pas trop aimer, mais moi pour moi c'est plus clair quand on dit ça comme ça. Ouais, bon, c'est plus clair même si le mot révisionniste est un peu noté, bon. Ouais, voilà, ouais. En fait, je crois qu'ils aiment pas trop s'appeler eux-mêmes révisionnistes parce qu'ils revendiquent d'être révisionnistes, mais pour ceux qui prônent la vision traditionnelle de l'histoire. Révisionniste, c'est un peu une insulte, quoi. C'est un peu genre. Une insulte. Comme hérétique à l'époque, quoi. Du coup, maintenant, les nouveaux hérétiques, c'est les révisionnistes, quoi. On les accuse de révisionnistes, mais après, on peut leur taper dessus. Ouais, mais alors. Et je sais plus, c'était quoi ta question, Thé? Ah oui, c'était du coup sur comment dire, oui. Ouais. Alors, j'invite les gens à écouter l'interview de Julien Terry parce que j'en reparlerai peut-être dans la saison 2. Mais en gros, il y a un document qui serait les actes un petit peu d'une réunion d'un grand concile de cette supposée donc église cathare qui fait quoi, hein? Sous les yeux, c'est quelque chose qui se serait passé à Saint-Félix de Caraman. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est dans le Lauragais. Donc, le synode de Saint-Félix, ça s'appelle. Ouais, voilà. Et une espèce d'assemblée des cathares, ce qui prouverait qu'il y a vraiment eu une foi, une vraie foi cathare, et qui se rebellait un petit peu face aux catholiques. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, en gros, les historiens révisionnistes ont tendance à penser que ce document est un faux parce qu'on le connaît que par une copie d'une copie qui date du XVIIe siècle. Ouais. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que si ce document-là il est authentique, et ben c'est les autres qui ont raison en fait. Enfin, c'est ce que dit Julien Terry dans l'interview que j'ai fait de lui en fait. Il me dit comme ça quoi. Si ce document-là, moi je pense que ce document c'est un faux pour telle et telle raison, mais s'il est authentique par contre, j'ai tout faux. Voilà. Ouais, du coup c'est bien, c'est honnête. Et au moins ça montre que sa version elle est réfutable quoi.
Ouais, c'est ça. De philosophe. Et du coup, en fait, donc, ce synode, il aurait eu lieu en 1167, hein, je l'ai sous les yeux, je ne connais pas de tête. Et le seul document qu'on a, c'est un truc qui est apparu au XVIIe siècle. Donc voilà, c'est pour ça que les historiens révisionnistes donc, le remettent en doute, quoi, ce document. C'est ça. Okay. Et du coup, ça aurait été quelque chose, un document qui aurait été inventé par l'Église, quelque chose comme ça. Oh, je sais pas, j'ai pas les détails. Les détails de pourquoi les historiens. Je sais qu'il y a un livre qui traite que de cette question-là. Et je crois que je te mettrai les références du bouquin, mais je l'ai pas encore lu ce bouquin. Je lis lentement, moi. Donc voilà. Non, moi, j'avais compris ça, mais je pense que j'avais peut-être surinterprété qu'en fait, ce document a été créé pour l'Église pour justifier qu'il y avait une foi cathare et que c'est vraiment des hérétiques, etc. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Alors, il y a moyen que ce soit ça, mais je vais ni confirmer ni infirmer parce que je sais pas, en fait. Là, t'en sais plus que moi. Non, je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais compris. Donc, c'est marrant comment vraiment une question d'histoire, elle peut se résumer à vraiment un document, quoi, sur la véracité d'un document. Ouais. Je trouve ça assez chaud, quoi, comme situation. Alors, j'avais une autre question, c'est que donc dans un autre épisode, donc pour la lettre S, tu as eu un invité un peu de marque, c'est Grégoire Perra. Et ouais. Donc le S c'était S comme Steiner. Peut-être que tu vas expliquer pourquoi. Et alors c'est l'église. Donc peut-être que je te laisse expliquer ce que c'est et quel est le lien avec les cathares. Eh bien, en fait, justement, ça m'avait intrigué parce que Grégoire Perra, donc dans une de ses interviews. Alors, tu peux rappeler qui c'est Grégoire Perra? Alors, Grégoire Perra, c'est actuellement, c'est le Mister Anthroposophie qui dénonce l'anthroposophie en France, quoi. L'anthroposophie, pour ceux qui connaîtraient pas et qui tomberaient sur le podcast et qui entendraient ce mot pour la première fois, en gros, c'est un mouvement occultiste apparu au début du XXe siècle, qui a d'énormes ramifications donc dans l'agriculture bio avec la biodynamie, avec donc dans la viticulture avec les vins biodynamiques, dans les cosmétiques bio avec les marques Velleda et Dr Oshka, dans la finance avec la banque la Nef, et bien sûr dans l'éducation avec les écoles Steiner-Waldorf. Et je continue. Non mais c'est vrai, je pense que tu as fait le tour là quand même. Non, j'ai fait le tour, mais j'ai pas dit pourquoi ça posait problème en fait. C'est qu'il y a des dérives sectaires dedans. Hein. C'est un mouvement qu'on peut considérer comme. Eux se présentent un petit peu comme une philosophie religieuse, quoi, un truc comme ça. Ils se disent. Comment je l'avais noté moi, c'est voilà, un mouvement philosophico-religieux. Mais en fait, il y a des trucs un peu limites quoi qui se passent. Ouais, et puis surtout, Grégoire Perra, il parle vachement bien de ça en parlant de comment en fait on est subtilement, mais de façon quand même l'endoctrinement dans l'anthroposophie et pourquoi il y a un côté sectaire. Lui, à ce qu'il me dit, c'est à la fois il va pas y avoir un signe qui va te montrer que tu es dans un mouvement sectaire, mais le truc c'est que t'en sors pas quand même, quoi. Il raconte ça mieux que moi, hein, mais après il y a que Grégoire Perra, il a fait partie de l'anthroposophie. Ouais, exactement. Il a été éduqué là-dedans et puis après il est devenu prof, etc. Avant d'être déconverti comme toi, un peu. Plus celui que moi, hein. Moi j'ai juste fait une psychanalyse, ça va quoi. Lui, c'était vraiment toute sa vie quoi. C'est chaud quoi. Il a d'autant plus de mérite de faire le travail qu'il fait maintenant sur faire connaître à nous le public qu'est-ce que c'est l'anthroposophie quoi. Ouais, exactement. Mais c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de. Alors je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens dans les milieux sceptiques et zététiques qui sont des convertis, comme on dit, donc des gens qui ont eu des croyances assez fortes et qui aujourd'hui les dénoncent. Et c'est marrant, j'ai presque l'impression que c'est du 50-50 parmi, on va dire, les gens qui aujourd'hui produisent des contenus zététiques. Il y en a vraiment beaucoup. Là, en tête, j'ai par exemple Serge Brett-Moret, je ne sais pas si tu connais. C'est carrément. Lui qui dénonce l'astrologie et qui a été un astrologue de renom. Ouais, carrément, il est super intéressant à écouter aussi, ouais.
Il y a Elisabeth Feti aussi qui Ouais. podcast Méta de choc, qui a aussi été très à fond dans beaucoup de trucs occultes, etc. Elle, c'était ouais, sa série sur le New Age, elle est super. Ouais, c'est vachement bien. Je pense pas que c'est à moi de faire de la pub pour son podcast. Ouais, on peut en faire tous les deux. Moi, je suis à fond, j'écoute tout, c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas, c'est hyper cool. Et justement, elle a une grosse série avec Grégoire Perra, justement. Donc, ce qui nous ramène et donc, c'est là que j'ai entendu Grégoire Perra parler d'une prière cathare qui se disait dans les écoles Steiner-Waldorf ou de chansons cathare ou de je sais plus quoi de cathare. Donc, ça a fait tilt dans ma tête d'occitaniste. Et je me suis dit, je vais le contacter, qu'il me raconte un peu tout ça. Et de fait, il m'a raconté un petit peu l'apport, ou plutôt la récupération du catharisme par l'anthroposophie et par Steiner, en fait. Comment Steiner a intégré une certaine vision du catharisme dans sa propre doctrine. Okay. Voilà. En fait, on l'a pas dit, mais je trouve qu'on l'a pas dit. L'anthroposophie, ça a été du coup créé, inventé par Rudolf Steiner. Donc d'où le S. Au début du XXe siècle. Voilà, 1910-1915, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1913, il fonde sa société. Il se détache de la société théosophique d'Helena Blavatsky. Et voilà. Et la théosophie qui avait été inventée quelques années plus tôt, si je dis pas de bêtises. Bah, au 19e, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, mais voilà. Ok, donc. Ben ouais, en fait, je pense que l'anthroposophie, c'est un syncrétisme, comme on dit, si je dis pas de bêtises, qui va piquer des trucs un peu à droite, à gauche pour recréer un mouvement, quoi. Et du coup, ils ont même piqué au Qatar, quoi. Ben, en tout cas, c'est compliqué parce que, bah, comme tu as vu, au 19e et 20e siècle, les gens ils fantasment beaucoup le catharisme, quoi. Donc, ce qu'ils ont piqué au Qatar ou ce qu'ils ont plus fantasmé et qu'ils ont fait leur truc, moi je dirais plutôt réponse B, quoi. Mais toujours est-il que voilà, donc Grégoire Perra il raconte un petit peu l'anthroposophie dans l'interview. S'il y a des gens qui veulent aller écouter l'interview de Grégoire Perra sur Pensado Critique, allez-y, vous comprendrez presque tout parce que c'est en français, c'est cool. Mais ça s'arrête pas là parce que juste après, je suis tombé sur des vidéos sur une personnalité en particulier qui est liée à la fois à l'anthroposophie et aux études Qatar, comme on appelait ça à l'époque. C'est Déodat Rocher, et je connaissais pas trop parce que voilà, c'est des trucs que j'avais vus quand j'étais en fac d'occitan et que après j'avais un peu arrêté de m'y intéresser. J'avais lu viteuf un ou deux bouquins d'Anne Brenon, et voilà. Et donc Déodat Rocher, c'est super intéressant aussi parce que c'est un gars qui est quand même un des grands piliers. C'est lui qui a fait mettre une stèle à Montségur, par exemple, als Catars, als Martyrs del Pur Amour Chrétien, au Qatar, aux martyrs du pur amour chrétien. Il y a une stèle en bas du château de Montségur qui a été érigée dans les années 50 avec de l'occitan dedans, donc c'est cool. Et en fait, il faut savoir que cette stèle elle a été mise par un type qui était en fait un anthroposophe, quoi, qui se référait, qui faisait sa propre histoire du catharisme, mais en se référant beaucoup plus à Rudolf Steiner que à des historiens ou des sources historiques, en fait. Okay. Donc, voilà, il parlait de catharisme, mais ce catharisme fantasmé et on va dire récupéré par Steiner, quoi. Ouais, et ça s'arrête pas là, quoi. Le truc, c'est que moi, je pense que j'en ai pour super longtemps à m'intéresser à ce sujet parce que tu fais du New Age, tu habites dans le sud de la France, les cathares, j'ai l'impression qu'il y en a plein, quoi. T'as Alexandre Rouget, je sais pas si tu connais, c'est un type pour qui l'apocalypse est proche. Il fait des vidéos sur YouTube. Et donc l'apocalypse est proche, Satan dirige le monde. Tu le vois dans pas mal de chaînes New Age, quoi. Et il a notre âge à peu près. Enfin non, il a mon âge plutôt. Hein? Il réutilise aussi le catharisme, quoi. Exactement. C'est un peu une porte d'entrée. Les études Qatar, j'ai l'impression que c'est un peu une porte d'entrée vers certaines croyances New Age, voire peut-être vers l'anthroposophie dans certains cas. Enfin voilà,
Voilà, Sarg, il me raconte dans l'épisode De Cum Derivos Sectarios que lui qui s'intéresse beaucoup au sujet aussi, qui fait partie de l'UNATFI, je ne sais pas si tu connais l'UNATFI, l'Union nationale l'Union nationale des associations de défense des familles victimes de dérives sectaires. Tu vois, c'est une assoce, le nom dit à peu près bien le truc. Et tu vois, lui, comme il allait à Montségur, il m'a dit, je crois dans l'interview, qu'il avait été approché par des mouvements un peu néo-cathares comme ça. Donc, t'en as qui se prétendent les héritiers du catharisme, qui prétendent qu'il y a eu une filiation de maître à disciple depuis l'Antiquité, en fait, depuis les manichéens de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc, tu as tout un mouvement néo-cathare, que je connais pas beaucoup, mais je sais que ça existe, quoi, et je regarde un petit peu de temps en temps ce qui se dit, ce qui se fait à ce niveau-là, et voilà. Et donc toi, par exemple, tu as fait une fac d'Occident, c'est ça? Ouais. Et du coup, dans cette fac, vous aviez des cours sur les cathars, etc. Ouais, on avait des cours qui s'appelaient Civilisation à l'époque, parce que ça fait partie un peu du mythe national aussi, ça fait partie d'un espèce de roman national occitan, si tu veux. C'est là où tu es amené, en fait. Ouais, je pense que les gens qui m'ont fait les cours à l'époque où j'étais à la fac étaient des occitanistes un peu avec et le lien entre études cathare un peu ascientifique, on va dire, ou avec plus de mysticisme que de science dedans, et occitanisme, bon, je vais pas encore pouvoir le décrire précisément parce que parce que tu vois, j'en suis au début d'essayer de découvrir tout ça, parce que voilà, mais on peut le faire, quoi. Il est pas inexistant, si tu veux. Il y en a qui sont qui ont un peu un pied dans les deux. René Nelly, qui est un chouette poète occitan et un auteur qui a publié plein de trucs, qui est un universitaire occitaniste, était copain avec Déodat Rocher, par exemple. Et il le cite pas mal. Donc toi, on va dire, tu es un peu militant occitaniste, fait que je sais pas si c'est bien comme terme. Si, je prends cette casquette-là avec grand plaisir. Donc tu côtoies beaucoup c'est dans les milieux occitanistes. Est-ce que du coup, tu ressens que c'est un peu difficile à accepter pour certaines personnes, cette vision du coup révisionniste des Cathares, et comme quoi cette foi cathare n'a pas existé? Est-ce que c'est un truc auquel les gens sont attachés? Ouais. Est-ce que tu ressens ça, toi? Oui, moi je le vois des fois quand on a un journal sur internet qui s'appelle journalet.com, qui est une espèce de quotidien sur internet où on peut débattre un petit peu aussi, et il y a des gens pour qui c'est les historiens nouvelle école, c'est des négationnistes, c'est des méchants, c'est des nazis, quoi, limite. Et du coup, voilà, moi voilà, ouais. Non, parce que hérétique, c'est bien, et donc c'est nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'est fou. Même, on va dire, même sans avoir une réponse définitive de l'histoire, comme tu le dis, toi, tu n'étais pas encore sûr dans quel camp pencher. Au moins, on voit qu'il y a des gens qui ont vraiment, comment dire, un raisonnement motivé, parce qu'ils sont attachés à leur culture occitane, et qu'ils n'ont pas envie de se faire arracher ça, quoi. Et peut-être sûrement des gens qui connaissent moins la question que toi ou d'autres personnes, et qui vont le défendre par ce qu'on appelle un raisonnement motivé. Donc le raisonnement motivé, c'est le fait d'avoir une motivation initiale qui va guider la manière dont on va faire notre raisonnement. Je n'avais pas la notion de raisonnement motivé pour en parler, mais je partage ton analyse. Ouais, je pense que tu es dans le vrai en disant ça, ouais. Ok. Et alors, attends, je reprends mes questions. Après, c'est peut-être un peu méchant pour les copains qui disent ça, quoi, mais bon, ben voilà. Non, mais oui, mais sans accuser personne, il n'y a pas de problème. Ok, en fait, donc, je reprends les questions, mais en fait, on a déjà parlé de tout ça, je pense. Ok.
Alors, il y avait un autre truc dont je voulais parler pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un truc que moi, qui me fait marrer. Donc, si on reprend cette idée que l'Église aurait un petit peu inventé la foi cathare pour ses intérêts propres, on va dire, ça me fait penser à d'autres cas où l'Église aurait inventé une histoire pour se faire mousser. Et là, j'en ai un en tête qui vient, c'est le Suaire de Turin. Oh putain, ouais, quoi. Je sais pas si tu connais. Pitof. Donc le Suaire de Turin, c'est un Suaire, parce qu'en fait, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on parlait tout à l'heure sur la synode de Saint-Félix. Le synode de Saint-Félix. Le Suaire de Turin, ça aurait été le Suaire qui a recouvert le Christ au moment de sa mort et qui donc actuellement est à Turin. Et donc voilà, c'est vraiment une relique très 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 sacrée dans la foi catholique. Et en fait, il y a des historiens qui sont amusés à essayer de remonter le truc, à faire des analyses et tout. Et en fait, les premières traces qu'on trouve de ce truc-là, c'est, si je dis pas de bêtises, au XIIIe siècle ou 13e ou 12e, 13e je pense. Du côté de Troyes, en fait, dans un petit monastère à côté de Troyes, si je dis pas de bêtises. Et voilà, du coup, ça me fait beaucoup penser au document dont on parlait tout à l'heure, qui aurait été inventé a posteriori pour justifier quelque chose. Donc, je sais pas si tu connais ce sujet-là. Si le Suaire de Turin, oui, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, oui, ça c'est. J'en parlerai pas en plus en détail que toi, mais oui, c'est un sujet. C'est un des grands sujets de la zététique et c'est un sujet super cool, quoi, parce que ça permet de voir un petit peu la mauvaise foi que peuvent avoir certains religieux et puis aussi comment on fait pour. Comment on applique la méthode scientifique à des prétentions surnaturelles issues du religieux, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, tu dis que c'est un grand sujet de la zététique, et pourquoi ça a été un des premiers, je pense, sujets qui a été traité au début de la zététique, donc dans les années 80-90, par Henri Brock, qui est un peu notre papa de la zététique en France, et qui a écrit des bouquins, qui a fait des expériences, qui a fait beaucoup de choses autour du Suaire de Turin, et je trouve ça assez cool. Et en fait, ça me fait penser aussi à une autre histoire que j'ai découvert assez récemment, et je sais pas si tu as entendu parler, là, mais par contre là c'est très très gros, c'est le récentisme. Est-ce que tu connais ça? Ça n'a pas un rapport avec le créationnisme? Je sais pas, non, je suis pas sûr de connaître, vas-y. Non. C'est des gens qui pensent que le Moyen-Âge n'a pas existé. C'est des gens donc le récentisme, c'est des gens qui remettent en cause la chronologie habituelle, classique de l'histoire, et disent qu'en gros il s'est rien passé. Alors il y a plusieurs versions, il y a beaucoup de récentismes différents, mais en gros ils vont dire qu'il s'est rien passé, par exemple entre l'an 200-300 et l'an 1500, et que toutes les histoires qu'on connaît entre les deux, c'est des choses qui auraient été créées par l'Église pour se donner de la notoriété en disant ben voilà, ça fait plus d'un millénaire qu'on existe. Et du coup, on serait passé de 200 à 300, et là, l'Église aurait produit énormément de documents pour faire croire qu'il y avait eu 1000 ans qui se sont passés. Oh, comment c'est énorme! C'est une théorie incroyable. Mais carrément! Et il y a des gens qui sont vraiment, vraiment à fond là-dessus. Alors, on ne connaît pas trop en France le récentisme, mais il faut savoir qu'en Europe de l'Est, en Russie, en fait, c'est un truc qui était créé en Russie, cette théorie-là, au début du XXe siècle, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, apparemment, tous les trucs chelous, ils commencent au début du XXe siècle. Grave. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Solinov, un truc comme ça, le mec qui a lancé ça. Et du coup, il a proposé ça, et ça a quand même pas mal de succès en Russie, en Europe de l'Est et en Allemagne aussi. Il y a des gens qui croient vachement à ça. En France, il y a un livre qui est sorti d'un mec qui est zoologiste, mais qui a travaillé en Allemagne, qui s'appelle « Où est passé le Moyen-Âge », je crois. Et je trouve ça assez incroyable, cette théorie-là. Et je vais rentrer. Et voilà, ça me fait penser vraiment au fait de croire que l'Église peut inventer des trucs, mais voilà, fois 1000, et je trouve ça assez incroyable comme théorie. Bon, a priori, c'est extrêmement facile de montrer que... Enfin, c'est extrêmement facile. Oui, je pense que c'est pas si difficile que ça de montrer que ces gens se trompent. Encore faut-il le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Et alors, attends, il y a encore deux choses que je veux te dire. Notamment, donc, les gens qui croient en ça, ils accusent. Il faudrait que je retrouve le nom de ce mec-là. Un juif, je parie. Non, mais un mec d'ici. Un mec d'Agen qui dit pas de bêtises. Hein? Voilà, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui s'appelle Jules César Scaliger. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Bon, déjà, Ah non, autant pour moi, je les ai accusés à tort d'être racistes envers les juifs. Non, ça va, il n'est pas juif. Non, même pas. Pardon, c'est ton fils, c'est Joseph Juste Scaliger, mais fils de Jules César Scaliger, qui avait un prénom assez glorieux. Donc, c'est un mec qui est d'Agen, qui est né à Agen. Et donc, les gens qui sont récentistes pensent que c'est. Donc, il a vécu au XVIe siècle et pensent que c'était lui qui aurait été commandité par l'Église pour rédiger toute cette chronologie et tout inventer. Voilà. Énorme. Donc, comme quoi, bah, tu me donnes un sujet pour. Là, tu me donnes un sujet pour la saison prochaine. Ouais. C'est super, ça. Le mec, il est d'Agen, on va pouvoir en parler là. Je t'invite dans Pensado Critique. Là, tu me fais un truc sur ce mec-là. Parce que du coup, pour la prochaine saison, tu as prévu de faire toutes les lettres? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un abécédaire par. Je vais faire ça par année scolaire, par saison. Donc, tu auras ton R peut-être comme récentisme. Ouais, pourquoi pas. Alors, je pensais faire R comme Déodat Rocher, mais en fait, je pense que ça va faire différemment. Donc, le R est à nouveau libre. On peut essayer de faire un truc si tu veux. Et le deuxième truc que je voulais dire pour finir cette question de récentisme qui m'éclate un peu comme sujet, c'est que le grand champion d'échecs, Garry Kasparov, est un tenant, un fervent tenant du récentisme. Donc, et comme quoi, il y a pas que, comme quoi, c'est pas forcément être idiot que croire à des trucs what the fuck. T'as vu, c'est assez impressionnant quand même, hein, ce mec, c'est une force. Lui, je crois qu'il est pas mal engagé en politique en Russie, autant que ça peut se faire d'être engagé en politique en Russie. Et à côté de ça, il est à fond là-dedans. Et je crois qu'il y avait même une citation qui disait que qu'il espérait que la seule chose qu'on retienne de lui, ce soit son engagement pour défendre le récentisme. Incroyable. Ah ouais. Voilà. Moi, en fait, je voulais raconter un petit peu cette histoire et je pense qu'on va aller un petit peu vers la conclusion du podcast. Ouais. Un dernier truc peut-être sur le débat sur les Qatars. Là, moi, je compare un peu ça au. J'ai ma chérie qui fait actuellement un travail sur les chantiers de jeunesse, tu vois, le régime de Vichy. Et c'est vrai que le débat, tu vois, entre les deux écoles historiques qu'il y a sur les Qatars, il me fait un peu penser, tu vois, au débat qu'il y a sur Vichy avec la révolution paxtonienne, si tu veux, avant Robert Paxton, qui est un historien britannique qui a publié dans les années 60, britannique ou états-unien, j'ai oublié, mais un historien anglophone qui a publié dans les années 60. Américain, elle est là, ma chérie, elle me corrige. Et donc, avant Robert Paxton, il y avait surtout des historiens, surtout en France, qu'on appelle aujourd'hui résistentialistes, c'est-à-dire qui avaient tendance à dire plutôt que la France avait massivement résisté à l'occupant allemand. Et Paxton, il est arrivé avec une thèse assez contraire, en fait, en disant que il y avait eu plus de collaboration que ce que disaient les historiens d'avant. Et on a appelé ça la révolution paxtonienne, en fait, quoi. J'ai l'impression que sur les hérétiques du Languedoc, on est sur un truc un peu similaire, quoi. Et aussi derrière cet enjeu nationaliste, quoi. Exactement. On est sur une histoire qui est marquée idéologiquement aussi. Qui s'oppose aux réalités historiques, et du coup, les réalités historiques ont peut-être du mal à se faire entendre parce qu'elles reçoivent des motivations nationalistes derrière. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est un point central c'est un peu un point central du roman national occitan, en fait, si tu veux, la croisade albigeoise, parce que il y a 12e siècle, 11e siècle, 12e siècle, tu as les troubadours, tu as une civilisation qui parle occitan, avec une noblesse qui parle occitan, où l'occitan c'est la langue du pouvoir, c'est la langue de la noblesse, et tout se casse la gueule avec la croisade albigeoise.
Progressivement, l'occitan va perdre du terrain au profit du français à partir de la croisade albigeoise. Donc c'est un peu un point central. Si on peut parler de roman national occitan, en fait, la croisade albigeoise, c'en est le point central, quoi. C'est le moment où ça commence à se péter la gueule. Ok, bah voilà, ouais. Donc il y a vraiment des motivations derrière pour le défendre. Okay. Et alors du coup, je suis en train de me dire qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait au début, que c'était bien de prendre des exemples du passé et de les appliquer aujourd'hui, et se demander aujourd'hui à quel comment dire, récit national on participe, et qui seront peut-être démontrés, enfin réfutés par l'histoire. T'as vu, poses vraiment la question là? Non, mais je veux dire, voilà, c'est bien d'y réfléchir, quoi. Grave. Et puis en plus, tu vois, on a l'impression que tout le podcast était hyper travaillé pour arriver à cette conclusion-là. Non, mais c'est... Ouais, là, j'ai pas de réponse. Non, mais il n'y a pas de réponse à avoir, mais juste réfléchir que actuellement aussi, on pourrait être dans ce genre de récit national, quoi. Voilà, rester vigilant sur des trucs qu'on pourrait avoir, une vision de l'histoire qu'on pourrait avoir, qui pourrait être fausse, et rester ouvert sur si on croit des trucs faux et qu'on nous le prouve, pas dire que non, c'est vrai, quoi. Exactement. Rester vigilant là-dessus. Alors pour conclure, je sais pas si tu avais quelque chose. Alors moi j'avais écrit, voilà, est-ce que tu avais un message que tu aimerais que les écouteurs retiennent? Ce que je viens de dire là, moi je trouve ça, je suis assez fier de ma petite phrasounette là. Si on croit des trucs faux, si on croit des trucs faux sur l'histoire ou sur d'autres sujets, quand des gens nous le disent, examiner leurs arguments plutôt que de se dire qu'on a raison de base, quoi. Mais même nous qui nous revendiquons zététiciens, quoi. Exactement. Moi j'essaie de rester ouvert sur quand des trucs de médecine alternative, des trucs de surnaturel et tout, voilà, quoi. Je sais que je vais avoir une tendance à prendre ça de haut, à être un peu hautain, un peu zététicien chiant, quoi, mais j'essaie de lutter contre, quoi. Exactement. C'est un beau message, soyons bienveillants. Et soyons humbles. Soyons humbles tant qu'on n'est pas experts. J'aime bien cette phrase. Ouais. Soyons aussi humbles que nous ne sommes pas experts. Alors, oui, je vais te demander aussi quels sont tes projets futurs, mais tu en as un petit peu parlé. Ouais. Et est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, ou non, tu préfères rester... je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. Mais après, je partage Critica, on peut retrouver. Voilà, il y a la page Facebook de Pensado Critica, vous pouvez aller la liker, ça s'écrit Pensada Critica, si vous voulez écrire en français. Et donc vous pouvez aller liker ça sur Facebook, et puis il y a le SoundCloud de Radio País qui diffuse toutes les rediffusions de Pensado Critica, et donc vous pouvez aussi, si vous avez un compte sur SoundCloud, aller dessus, et voilà. Ok, super. Et alors juste moi pour finir et pour faire aussi un poil de promo, juste raconter comment on s'est connus. J'ai créé, j'ai créé pas que moi, c'est aussi avec avec les membres de Alterrain Philo. On a créé une page sur Facebook qui s'appelle Zététique à Toulouse et qui prévoit de rassembler un petit peu les initiatives zététiciennes, sceptiques et autres sur Toulouse et sa région, on va dire. Et c'est là qu'on s'est connus, où tu t'as expliqué ton projet et j'ai trouvé ça hyper cool. Et du coup, voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors pour l'instant, c'est assez silencieux, mais on attend qu'il y ait des réouvertures pour pouvoir faire des événements. Et pourquoi pas des réunions, des conférences, des débats enflammés dans des bars. Voilà. C'est l'objectif pendant quelques mois et j'espère que ça pourra se faire. Et en tout cas, j'étais très content de recevoir Lou Pink Floyd pour parler de tout ça. Et comme, on va dire, premier intervenant de la région toulousaine dans le podcast. Donc, je suis très, très content. Ah ouais, pareil, merci pour l'invitation. C'est ma première interview en tant que radioteur sceptique, là. Donc, merci beaucoup. Hein. Ok, bon, ben super. Et ben écoute, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ouais. Et, ah oui, et du coup, j'aime bien finir en disant à bientôt, enfin peut-être. Ah, je le fais en toulousain alors. Attends. Aleu, une fille, Beleu.
Ah ouais, c'est pas mal, ça sonne bien comme ça. Aleu, Aleu, une fille, Beleu. Voilà, c'est la fin de l'épisode. C'était assez long. Félicitations si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, faites-en ce que vous en voulez. Et puisqu'on a commencé en musique, on va finir également en musique avec un titre du groupe de Pascal justement, Ace of Simurgh. C'est du métal, c'est un peu moins tendre que l'introduction. Voilà, bonne fin d'écoute à vous et à très bientôt sur Enfin Peut-être. Sägas skorunas, eyeliner, gojos, agnaulus, moją